Une ferme isolée. 6 corps. Aucun survivant. Et pourtant, quelqu'un est resté dans la maison pendant 3 jours après les meurtres. Quelqu'un a nourri le bétail. Quelqu'un a allumé les cheminées. Quelqu'un a mangé dans leur cuisine. Cette histoire, vieille d'un siècle, reste l'une des plus terrifiantes énigmes criminelles jamais enregistrées. Car à Hinterkaifeck, en Bavière, le tueur n'a jamais été identifié. Et ce qui s'est passé dans cette ferme dépasse l'entendement. Mars 1922. Hinterkaifeck, une ferme isolée à 70 km au nord de Munich, en pleine campagne bavaroise. Un lieu reculé, entouré de champs et de forêts. Pas de voisins à proximité. Pas de témoins. Une famille y vit depuis des générations, les Grubé. Andreas Grubé, 63 ans, patriarche autoritaire. Casilia, sa femme, 72 ans. Victoria, leur fille veuve, 35 ans. Ses 2 enfants, Casilia, 7 ans, et Joseph, 2 ans. Et depuis quelques mois, Maria Bogargartner, 44 ans, nouvelle servante arrivée le jour même du drame. Le printemps approche, mais l'hiver bavarois garde son emprise glaciale sur la région. La neige recouvre encore les chemins. Dans cette ferme, la vie suit son cours. Monotone. Prévisible. Jusqu'à ce que quelque chose bascule. 6 mois avant le massacre, la première servante quitte brusquement la ferme. Elle affirme entendre des bruits étranges la nuit. Des pas dans le grenier. Des voix. Elle est terrifiée. Andreas Grubé la traite de folle. Personne ne la croit. Puis viennent les semaines précédant le drame. Andreas remarque des empreintes de pas dans la neige. Elles viennent de la forêt et s'arrêtent devant la grange. Mais elles ne repartent jamais. Comme si quelqu'un était entré, et ne ressortait plus. Il suit les traces. Rien. Personne. Il fouille la grange, le grenier, les dépendances. Vide. Quelques jours plus tard, Andreas découvre un journal inconnu dans sa propriété. Il ne l'a jamais acheté. Personne dans la famille ne le lit. D'où vient-il? Il en parle à un voisin lors d'une visite au village. L'homme le met en garde. Andreas hausse les épaules. Le 30 mars, veille du massacre, Andreas entend des bruits au-dessus de sa chambre. Dans le grenier. Des craquements. Des déplacements. Il monte avec une lampe. Personne. Pourtant, il sait. Quelqu'un est là. Quelqu'un observe. Quelqu'un attend. Il n'alerte pas la police. Erreur fatale. 31 mars 1922. Maria Bogargartner arrive à la ferme en début d'après-midi. C'est son premier jour. Elle ne connaît pas la famille. Elle ne connaît pas les lieux. Elle est accueillie froidement par Andreas. On lui montre sa chambre. On lui donne ses tâches. La soirée tombe. La famille se prépare pour la nuit. Andreas et son petit-fils Joseph se rendent à la grange pour nourrir le bétail. Casilia et Victoria restent dans la maison avec la petite Casilia. Marie a sa affaire en cuisine. Dans la grange, l'obscurité est totale. Andreas allume une lampe. Joseph, 2 ans, marche près de son grand-père. Soudain, une silhouette surgit de l'ombre. Un outil agricole se lève. Une pioche. Le premier coup frappe Andreas à la tempe. Il s'effondre. Le tueur frappe encore. Et encore. Le crâne se brise. Joseph commence à pleurer. Le tueur se tourne vers l'enfant. Un coup. L'enfant tombe. Silence. Puis le tueur attend. Il sait que d'autres vont venir. Victoria, inquiète, sort de la maison. Elle appelle son père. Pas de réponse. Elle avance vers la grange. Elle entre. La pioche s'abat. Elle hurle. Trop tard. Le tueur la frappe jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Dans la maison, Casilia entend les cris. Affolée, elle sort à son tour. Même scénario. Même issue. La pioche. Le sang. Le silence.
Restent Maria et la petite Casilia, seules dans la maison. Le tueur traverse la cour. Il entre. Maria, terrorisée, tente de se défendre. Inutile. Elle est frappée à mort dans sa chambre. Puis le tueur monte à l'étage. La petite Casilia, 7 ans, est dans son lit. Elle a tout entendu. Elle sait ce qui l'attend. Le tueur la frappe. Mais elle ne meurt pas immédiatement. Elle agonise. Pendant des heures. Mordant son mouchoir pour étouffer ses gémissements. Personne ne viendra. Voici où l'affaire devient insoutenable. Le tueur ne quitte pas la ferme après les meurtres. Il reste 3 jours, 3 nuits, seul avec 6 cadavres. Chaque matin, il nourrit le bétail. Il s'assure que les animaux ne manquent de rien. Il allume les feux dans les cheminées, comme pour maintenir l'illusion d'une vie normale. Il prépare ses repas dans la cuisine familiale. Il mange leur pain. Il boit leur lait. Il dort dans l'une des chambres, entouré par la mort. Des voisins aperçoivent de la fumée s'échapper de la cheminée. Ils n'y voient rien d'anormal. La ferme semble habitée. La vie continue, en apparence. Le tueur consulte les papiers d'Andreas Grubé. Il ouvre les armoires. Il fouille chaque pièce. Peut-être cherche-t-il quelque chose. Un document. De l'argent. Une preuve. Personne ne saura jamais ce qu'il espérait trouver. Le 4 avril, l'inquiétude grandit. Aucun membre de la famille Grubé ne s'est rendu à l'église le dimanche. Inhabituel. Des voisins décident de se rendre à la ferme. Ils frappent. Personne ne répond. Ils entrent. Une odeur insoutenable les envahit. Celle de la mort. Dans la grange, ils découvrent les corps, entassés sous du foin. Dans la maison, d'autres cadavres reposent dans les chambres. L'horreur est totale. La police est immédiatement alertée. L'enquête commence, mais elle sera longue, confuse et terriblement frustrante. Plus de 100 suspects sont interrogés. Des voisins, des ouvriers agricoles, des vagabonds de passage. Aucun aveu. Aucune preuve décisive. L'arme du crime n'est jamais retrouvée. Les traces dans la neige ont disparu avec le dégel. Les lieux ont été contaminés par les curieux avant même l'arrivée des enquêteurs. L'enquête est compromise dès les premières heures. Les autopsies révèlent des détails glaçants. La petite Casilia n'est pas morte sur le coup. Elle a survécu plusieurs heures après l'attaque. Elle s'est arrachée des poignées de cheveux. Elle a mordu son mouchoir jusqu'à le déchirer, tentant d'étouffer sa douleur. Le tueur savait. Il l'a laissée mourir lentement. Rapidement, une rumeur empoisonne l'affaire. Victoria entretenait une relation trouble avec son père. Certains affirment qu'Andreas Grubé serait le véritable père de Joseph, né de l'inceste. Un scandale dans la Bavière rurale de l'époque. Un mobile possible. Mais aucune preuve formelle ne vient étayer ces soupçons. Un nom revient sans cesse, Lorenz Schlittenbauer. Voisin de la ferme. Connaissait parfaitement les lieux. Possible père biologique de Joseph. Il découvre certains corps sans montrer de panique. Il sera interrogé à de nombreuses reprises. Jamais inculpé. Trop de zones d'ombre. Pas assez de preuves. En 1923, l'enquête est officiellement classée. Le crime reste irrésolu. La ferme de Hinterkaifeck est rasée. Trop de peur. Trop de rumeurs. Personne ne veut plus y vivre. Le silence retombe sur les champs bavarois. Mais une question demeure. Le tueur a frappé de face. Les victimes ont vu leur bourreau. Peut-être le connaissait-elle. Et il est resté là, 3 jours, comme s'il attendait quelque chose. Ou quelqu'un. Le mystère reste entier. Au fil des décennies, l'affaire devient une légende noire. Des journalistes, des écrivains, des criminologues s'y intéressent. Chacun propose sa théorie. Un tueur en série inconnu. Un proche de la famille. Un voisin rongé par la jalousie. Un ancien ouvrier licencié. Toutes les pistes sont explorées.
Aucune ne mène à une vérité définitive. Le mal reste sans visage. En 2007, près de 85 ans après les faits, une équipe d'étudiants en criminologie de l'Académie de police de Fürstenfeldbruck rouvre le dossier. Ils analysent les rapports d'époque, les témoignages, les incohérences. Ils dressent des profils psychologiques. Leur conclusion est troublante. Le tueur connaissait parfaitement la ferme. Il savait où frapper. Il savait comment attirer les victimes une par une. Il n'a pas agi dans la panique, mais avec méthode, avec patience, avec une froide détermination. Ils estiment également que le tueur avait un lien personnel avec la famille. Un ressentiment profond. Peut-être une humiliation. Peut-être une obsession. Mais sans ADN, sans armes, sans aveu, l'affaire reste juridiquement close. À jamais. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de la ferme. Un simple panneau commémoratif marque l'emplacement. Les champs ont repris leurs droits. Les arbres ont grandi. Le silence est revenu. Pourtant, ceux qui connaissent l'histoire parlent encore d'un malaise en passant à proximité. Comme si quelque chose demeurait. Une présence. Une mémoire. Interkefek n'est pas seulement un crime non résolu. C'est un gouffre. Une fracture dans l'histoire criminelle européenne. 6 vies anéanties. Un tueur fantôme. Et une question qui traverse le siècle. Comment un homme a-t-il pu massacrer une famille entière, puis vivre parmi les morts, comme si de rien n'était? Le mal absolu existe. Parfois, il frappe en silence. Parfois, il disparaît sans laisser de traces. Et parfois, il ne paie jamais pour ses crimes. Si cette histoire vous a marqué, partagez-la. Certaines énigmes méritent de ne jamais être oubliées. Des affaires comme Interkefek ne sont pas seulement des récits du passé. Elles sont des avertissements. Des rappels brutaux de ce que l'être humain est capable de faire lorsque l'ombre prend le dessus. Derrière les paysages paisibles, derrière les fermes isolées et les villages tranquilles, le mal peut se cacher. Patient. Silencieux. Invisible. Interkefek demeure un symbole. Celui d'une justice qui n'est jamais venue. D'un crime trop parfait, trop froid, trop dérangeant pour être expliqué simplement. Un siècle plus tard, le nom du tueur reste inconnu. Mais les victimes, elles, ne doivent pas disparaître dans l'oubli. Leur histoire continue de hanter ceux qui la découvrent. Et tant qu'elle sera racontée, le silence n'aura pas totalement gagné. Le mystère de Interkefek fascine encore parce qu'il ne ressemble à aucun autre. Il n'y a pas de fuite précipitée. Pas de panique. Pas de désordre inutile. Tout indique un individu calme, maître de ses gestes, presque à l'aise dans cet environnement de mort. Rester 3 jours sur les lieux n'est pas un hasard. C'est un acte. Une décision. Comme si le crime ne s'arrêtait pas au massacre, mais se prolongeait dans cette présence silencieuse, dérangeante, inhumaine. Les enquêteurs modernes s'accordent sur un point. Le tueur n'était pas un inconnu de passage. Il connaissait les habitudes de la famille. Il savait que personne ne viendrait immédiatement. Il savait comment attirer chacun dans la grange. Il savait aussi que la ferme était isolée, coupée du monde, idéale pour disparaître sans laisser de traces. Tout était calculé. Certains pensent qu'il observait la famille depuis longtemps. Caché dans le grenier. Vivant presque avec eux, dans l'ombre, avant même le passage à l'acte. Les bruits entendus, les pas, les objets déplacés, autant de signes avant-coureurs ignorés. Comme si le drame avait commencé bien avant la nuit du 31 mars 1922. C'est peut-être cela qui rend cette affaire si insupportable. L'idée que le danger était déjà là. Présent. Silencieux. Et que personne n'a voulu y croire. À Interkefek, le mal ne s'est pas introduit brutalement. Il s'est installé. Puis il a frappé. Et c'est précisément cette lente installation de l'horreur qui fait de Interkefek un cas à part. Il n'y a pas de résolution. Pas de coupable démasqué. Pas de confession tardive. Juste un vide. Un silence épais qui traverse les décennies. Chaque nouvelle génération redécouvre l'affaire, espère une révélation, un détail oublié. Mais rien ne vient.
Le tueur, s'il a jamais été identifié par quelqu'un, est mort avec son secret. Peut-être a-t-il continué sa vie ailleurs. Peut-être est-il mort peu après. Peut-être a-t-il raconté son acte à personne. Cette idée est presque aussi glaçante que le crime lui-même, l'impunité totale. Interkefek rappelle que toutes les histoires n'ont pas de fin rassurante. Que certaines questions restent sans réponse. Que le mal n'est pas toujours puni. Et que parfois, l'histoire se contente de nous laisser face à l'incompréhensible. C'est ce qui fait de cette ferme bavaroise, aujourd'hui disparue, un lieu éternellement hanté. Non par des fantômes visibles, mais par une vérité absente. Une vérité qui manque. Et qui, peut-être, manquera à jamais. Interkefek reste aujourd'hui un avertissement figé dans le temps. Une affaire où chaque détail soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Les bruits dans le grenier. Les traces qui ne repartent pas. Le journal inconnu. L'absence de vol. La mise en scène presque méthodique des corps. Et surtout, cette présence après la mort, insoutenable, incompréhensible. Ce qui effraie le plus, ce n'est pas seulement la violence du massacre, mais l'idée qu'il ait pu être commis par quelqu'un de proche. Quelqu'un de connu. Quelqu'un en qui les victimes avaient peut-être confiance. Cette hypothèse hante toutes les analyses. Elle transforme le crime en trahison absolue. Avec le temps, Interkefek est devenu un symbole. Celui d'une enquête ratée. D'une justice impuissante. D'un mal ordinaire, tapi dans un cadre banal. Une ferme. Une famille. Une routine. Puis le néant. Rien ne permet d'affirmer que la vérité sera un jour connue. Les témoins sont morts. Les preuves ont disparu. La scène elle-même a été effacée. Il ne reste que les mots, les rapports, les récits. Et cette sensation persistante que quelque chose manque. Une pièce essentielle du puzzle, perdue à jamais. C'est peut-être pour cela que l'affaire continue de fasciner. Parce qu'elle ne se ferme pas. Elle reste ouverte, béante, dérangeante. Comme une porte entr'ouverte sur l'horreur. Interkefek traverse le temps parce qu'elle touche à une peur universelle, celle de l'invisible. De ce qui est là sans être vu. De ce qui observe sans être remarqué. Le sentiment que le danger peut partager notre espace, respirer le même air, attendre le bon moment. Dans cette affaire, le tueur n'est pas une ombre fugace. Il est une présence prolongée. Persistante. Presque domestique. C'est aussi ce qui rend chaque détail si troublant. Les animaux nourris. Le feu entretenu. Les gestes du quotidien répétés au milieu des cadavres. Comme si la mort faisait partie du décor. Comme si le tueur refusait la rupture, refusait la fin. Certains criminologues parlent d'un besoin de contrôle absolu. D'autres, d'un attachement malsain à la ferme elle-même. Peut-être ne voulait-il pas seulement tuer. Peut-être voulait-il rester. Les habitants de la région ont longtemps évité le lieu. Les anciens racontaient que le silence y était différent. Plus lourd. Même après la destruction de la ferme, l'endroit restait chargé. Aucun projet n'y prospérait vraiment. Comme si le sol gardait la mémoire du drame. Aujourd'hui encore, aucune théorie ne s'impose. Chaque explication semble incomplète. Chaque suspect plausible, mais jamais certain. Interkefek échappe aux catégories. Ce n'est ni un simple crime familial, ni un acte de folie isolé. C'est quelque chose d'entre les deux. Quelque chose de plus obscur. Et peut-être est-ce là sa véritable horreur. L'idée que certaines histoires ne cherchent pas à être comprises. Qu'elles existent simplement pour rappeler une vérité dérangeante, tout ne s'explique pas. Et parfois, le mal ne laisse derrière lui que des questions.